What's up tout le monde? Allô? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Day to Day Le podcast du Démarque présenté par Guru Energy. où on jase de marketing puis de parcours inspirant. Sans plus tarder, bonne écoute. Bonjour les boys, comment ça va aujourd'hui? Ça se passe bien, vous autres? Ça va, Oui, toi? ça va super bien. On est vraiment heureux aujourd'hui sur le Day to Day podcast d'accueillir Charles Morin, associé directeur général, et Jonathan Bilodeau, associé VP croissance de chez Les Prétentieux. Les gars, aujourd'hui, l'objectif du podcast, c'est de faire un overview des prétentieux à travers son industrie, parler de marketing, parler de votre parcours, puis jaser de tous les sujets divers qu'on va toucher à travers l'épisode. Je commence tout de suite la parole avec Charles, juste ici. Peux-tu nous parler de ton parcours? Tu viens de où? Comment tu t'es amené à devenir le directeur général des prétentieux d'aujourd'hui? Ouais, ben, on remonte quand même à un bon moment. Donc, je suis originaire de Thetford à la base, donc la même place que Seb. Et puis, moi, je suis issu du domaine du design industriel à la base. Donc, un peu domaine un peu atypique par rapport aux gens qui sont dans notre industrie, qui sont assez variés, mais par rapport à job que je fais aujourd'hui, qui est définitivement plus issu de ce qui serait marketing, admin et autres. Clairement, le parcours est un petit peu plus irrégulier. Quand je finis l'Uni, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on revient à Thetford à l'époque. Il n'y a pas des tonnes d'agences. On est en région. Les agences régionales ont quand même ce qu'on pourrait dire une expertise un peu limitée. Contrairement à ce qui se fait beaucoup plus à Montréal, à Québec ou ailleurs, où les expertises sont plus variées, où il y a beaucoup plus de postes, où il y a plus de spécialités spécifiques. Quand on tombe en région, on est beaucoup sur des gens qui sont sur du multitasking. À cette époque-là, on est un groupe de jeunes. On a parti l'agence à 6 initialement. Puis on revenait tout un peu en région, tout avec nos spécialités, mais un peu avec cette vision-là de dire mais comment on est capable d'apporter plus. On est capable de faire beaucoup plus que des gens qui sont uniquement en multitasking. Comment on peut vraiment développer ces expertises-là individuelles. Puis là, ben, c'est là qu'on a décidé de créer les prétentieux, c'est-à-dire à l'horizon fin 2015, qui nous amène 10 ans plus tard aujourd'hui quand même. Puis tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Entrepreneurial. Oui, ben, je viens d'une famille d'entrepreneurs aussi. Okay. Mon père, mon grand-père était entrepreneur. Fait que c'était comme un chemin un peu destiné, de dire que je vais venir créer ma propre entreprise et autres. Fait que, effectivement, ouais, c'est Super. Wow. Ben, Joe, je te lance tout de suite la parole avant qu'on aille plus loin dans en tant que tel, l'entreprise. Ton parcours professionnel, Ouais. ça ressemble à quoi? Moi, ça a commencé en secondaire 1. J'avais un kiosque de limonade. Oh, wow! J'ai commencé. Nice. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Moi, à la base, j'ai un background de design. C'est comme ça que j'ai commencé, fait que designer graphique. J'ai une formation en design graphique. Fait que j'ai fait la formation la plus simple du monde, un DEP en infographie. C'est comme ça que j'ai starté. Puis, ça a quand même été vite parce que quand je suis sorti de l'école, moi, je suis tout de suite rentré en agence. Fait que mon stage, ça a été ma première job. Puis, c'était une agence web. Fait que je faisais beaucoup de design de sites web. Puis, je tripais quand même. Puis, à travers ça, je faisais beaucoup de design de brand aussi dans ce temps-là. Puis, beaucoup de pige également. Fait que j'avais mon emploi temps plein. Je faisais de la pige. Puis, rapidement, j'ai eu quand même des mandats qui étaient quand même chouettes. Puis, j'ai commencé à travailler avec l'agence CC, qui est une agence qu'on connaît quand même bien. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait des mandats pour eux. Puis, à un moment donné, quand ils ont décidé d'ouvrir leur premier bureau, ben moi, je suis devenu le premier employé. J'ai commencé avec eux comme designer web à cette époque-là. Puis, ce qui était quand même nice dans ce temps-là, c'est que le bureau qu'on avait ouvert, mon ancien associé, qui est Carl Cousineau, là, que je salue d'ailleurs, je sais pas si où que je dois regarder là-bas. C'est Lui, il avait aussi un gym avec un autre actionnaire, puis on avait le bureau, puis juste à côté, on avait le gym. OK. Fait que moi, mon setup, là, c'était quand même vraiment nice. Là. J'ai toujours été quelqu'un qui s'entraînait beaucoup. Fait que quand ils m'ont dit « Tu veux-tu embarquer avec nous comme premier employé? » Moi, je suis sauté là-dedans comme à pieds joints. Là. C'était vraiment chouette. C'est aussi le moment où il a pris 60 livres de masse. Ouais, probablement. Ouais. Ça, avec un peu de weight gainer, là, c'était parfait. Fait que, essentiellement, mes journées, là, ça ressemblait. Je me réveillais le matin, j'allais au bureau, je m'entraînais, puis je travaillais. Fait que c'était vraiment, vraiment chouette. Puis rapidement, j'ai eu l'opportunité de devenir associé dans cette agence-là. Puis après ça, là, je vais faire un résumé rapide, là, mais comme 1 an et demi plus tard, je rachetais la boîte au complet. Là. Fait que, c'est sûr qu'entre les deux, j'ai eu l'opportunité de prendre beaucoup de responsabilités, là, notamment des responsabilités de gestion, ressources humaines, ces éléments-là. Puis j'ai aussi vite réalisé que le volet de design, oui, j'aimais beaucoup ça, mais tout le reste, pour moi, était quand même hyper stimulant. Là. Fait que tout le volet comme plus entrepreneurial, gérer des clients, développement des affaires, ces trucs-là, je trippais quasiment plus que le volet de design. Puis, à travers ça, je continue quand même beaucoup de faire du design, évidemment. Là. Mais tout ça pour dire que c'est ça, 1 an et demi plus tard, j'ai racheté la boîte. Puis,
À ce moment-là, je suis allé à BDC, tout simplement, parce que ça me prenait des sous pour acheter le reste de l'apport de mon ancien associé. J'étais allé chercher un prêt. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas non plus, on s'entend, c'était une petite entreprise. Là. Mais le prêt que je suis allé chercher, pour moi, c'était quand même un montant qui était... Ouais. Dans le temps, quand même, conséquent. c'était conséquent. Dans le temps, là, tu y penses 2-3 fois, mettons, avant de signer en bas de la feuille. Là. Fait que ça s'est fait. Je l'ai racheté. Puis, on a roulé ça pendant un petit bout. Puis moi, mon but, c'était vraiment de la rendre le plus lean possible parce que je voulais payer ma dette que je venais juste d'aller chercher. Fait que je faisais beaucoup d'optimisation. On est parti des bureaux. J'ai laissé des personnes aller aussi. Fait que quand tout ça s'était terminé, on était rendu moi puis un autre développeur. OK. Fait que c'était super lean. Puis mon modèle d'affaires, moi, c'était de travailler avec des agences. Fait que développer des partenariats avec des agences pour ne pas avoir de développement à faire. Fait que c'est les agences qui m'envoyaient de la job. Puis nous, on faisait principalement du web. Fait que j'avais des partenariats avec des agences de brand, des agences marketing numérique, notamment les prétentieux, dans ce temps-là, avec qui on a travaillé. Puis c'est un peu comme ça qu'on s'est connus aussi. Ouais. Ce que j'en comprends, c'est que vous êtes quand même assez jeunes, là. Tu sais, les gars, je pense. Charles, toi. 33. Je veux pas donner de chiffres pour être sûr, Joe. Ouais, moi, j'ai 32. C'est ça. Fait est-ce que j'ai comme l'impression que vous avez tout le temps été à la recherche d'opportunités puis vous les avez saisies. Ça se peut-tu? Est-ce que vous avez tout le temps eu cet œil-là ouvert à OK, je pourrais faire ce next step-là pour avoir une meilleure opportunité? Ben, je vais parler pour moi. Moi, c'est sûr que j'ai j'ai été beaucoup comme ça. Là. C'est sûr que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup le travail. Là. Puis je pense que je peux parler pour Charles aussi. Là. Je sais pas à quel point on est passionné par le marketing plus que par le travail en général. Puis à chaque fois que j'ai eu des opportunités, c'est sûr que moi, ça a été souvent des no-brainers. Puis c'est des opportunités qui sont venues souvent après beaucoup de travail, mettons. Mais dans ce temps-là, comme je disais tantôt, j'étais tellement content de travailler. Là. Pour moi, c'était tellement un no-brainer. Là. J'avais le gym à côté, je faisais du design, on était jeunes, on commençait, on était dans les balbutiements. Fait que c'était pas un fardeau pour moi. Là. C'était pas comme un vrai 9 à 5. Puis je pense que ça m'a permis d'avoir des opportunités que j'ai prises. Puis après ça, il y en a eu d'autres qui sont venus après. Là. Mais moi, c'est sûr que ça a été... Je pense que le côté entrepreneur m'a vraiment aidé, là, dans le sens que c'est pas n'importe qui, je pense, qui pourrait faire ça. Mais moi, ça m'a toujours permis de bien saisir les opportunités, je te dirais. Ça t'a tout le temps allumé, là, ce que j'en comprends. Ouais. Puis on va en venir justement à cette fameuse jointure-là entre l'agence CC et les prétentieux. Ouais. Mais Charles, toi, t'as lancé dans ce risque-là au début. Comment tu voyais ça? T'as-tu senti qu'il y avait des moments plus durs que d'autres? C'est drôle parce qu'on y repense souvent en disant mettons que je recommence présentement, je le refais-tu? Je refais-tu exactement la même affaire? La chance qu'on avait, c'est que quand on finit l'Uni, nous-mêmes, on a parti les prétentieux. Moi, j'étais en 2e année de bac. Fait que j'étais littéralement, j'étais dans mon bac, j'étais en plein cours, je me rappelle encore. Moi, on est rapidement tombé 2 parce que le modèle à 6, bon, il y avait du monde qu'il fallait qu'ils vivent là-dedans. Puis évidemment, avant de réussir à faire vivre 6 personnes avec une business, ça prend essentiellement des mandats, assez de mandats pour une agence qui vient de naître. Puis à cette époque-là, je me rappellerai toujours, le téléphone sonnait dans mes cours, je me levais subtilement, je sortais du cours, puis je répondais comme si on était une boîte hyper structurée, organisée, tu sais. On voulait que ça fonctionne. On voulait vraiment que ça fonctionne. Puis le parallèle que Joe il fait avec le travail, on est dans une industrie qui, sommairement, on se le cachera pas, c'est bâti dans les années 70, 80, 90 par du monde qui ont travaillé d'arrache-pied, 80 heures par semaine, tu sais. Il n'y a aucune menterie à se faire. Là. Il y a énormément d'agences qui se sont travaillées sur l'acharnement du monde, qui ont donné énormément d'heures. Puis à un moment donné, même si aujourd'hui, on a l'impression que avec ce qu'on voit, avec ce qui est projeté, des fois, ça a l'air tellement facile. On voit beaucoup d'éléments dans lesquels le marketing, ça a l'air simple. Tu vas rentrer dans l'industrie, puis easy going, on peut se mettre à faire des vidéos, on va faire du cash, ça va être vraiment facile. Faisons attention. Prenons juste 2 minutes. Là, ça peut être facile pour quelqu'un qui est travailleur autonome, qui a du talent ou à 2-3, mais après ça, la business devient quand même une structure. Il y a une structuration à mettre derrière. Ça devient extrêmement complexe et c'est là où les skills en gestion, la capacité à développer, à structurer cette business-là, à développer des process, les services qu'on va propulser, devient vraiment important. Puis, bref, fait que nous, on lance en 2015. Après ça, on grossit de fil en aiguille. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, on vient d'une région. Il y a quand même des très gros clients qui nous ont fait confiance. C'est drôle parce que des fois, je remonte et je me dis à cette époque-là, je ne me serais même pas fait confiance à moi-même. Mais on a eu quand même cette opportunité-là. Puis je le dis souvent, le fait de venir de région, on avait peu de compétition face à nous. Fait qu'on a rapidement réussi à avoir des très gros mandats, des mandats importants.
on a fait nos premiers mandats télé après 1 an. Tu sais, ça n'avait aucun sens. Fait que ça allait quand même assez rapidement. Fait que ça nous a permis d'avoir un scale très rapide. Après ça, on a mis énormément de jus de bras, beaucoup d'énergie pour aller accumuler clients. Puis c'est sûr qu'au début, on revenait sur des beaucoup plus petits portefeuilles. Ça a énormément évolué avec le temps. Mais c'est sûr que si on calculait à l'heure, ce que ça nous rapportait versus ce qu'on faisait, clairement, on n'était pas où ce qu'on est présentement. Là. Fait que on a parti l'agence, on est en 2015. Ça nous a pris à peu près, je dirais, mettons, un bon 3 ans à structurer toutes les bases. En 3 ans, les bases étaient mises. On savait à peu près où on s'en allait. Du moins, on connaissait mieux notre industrie parce que tu as bien beau finir avec un bac, mais quand tu arrives sur le marché, entre moi et vous, il n'y a pas grand monde qui ont exécuté beaucoup de mandats d'image de marque, de communication publique et autres. Tu as bien beau en avoir fait dans le cadre de projets X, Y, Z, mais il reste que quand la vraie vie arrive puis que le client arrive devant toi, il faut quand même que l'expérience rentre puis qu'à un moment donné, tu prennes des risques comme organisation puis comme personne. Puis d'une certaine façon, oui, tu as de la compétence. Puis nous, on remontait toujours à on est plus compétent que le client. La réponse, c'est oui. Fait qu'on a quelque chose à apporter. Puis c'est beaucoup comme ça qu'on s'est attribué une certaine valeur à l'initiale. T'sais. Fait qu'au bout de 3 ans, on devient assez structuré. Au bout de 4, on commence à embaucher plus de monde. Fait que, évidemment, c'est de fil en aiguille. Là, les premiers employés sont extrêmement... C'est très long. J'aime souvent le comparer, là, cette classique escalier-là là, qu'on a. Là, en entrepreneuriat, on fait souvent la figure. Les premières marches sont assez longues et dures à monter. Ils sont aussi extrêmement risquées. Puis après ça, il y a d'autres marches. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Là, cette année, nous autres, on a pogné une des très, très grosses marches de notre histoire. Mais tu montes les marches, puis après ça, on a engagé, on a joint du monde de compétences avec nous, on a ouvert le bureau à Lévis. Et là, après ça, quelques années plus tard, évidemment, nous, on faisait vraiment image de marque, campagne publicitaire. Et là, vient le fait qu'on se pose la question tout le temps, puis on va en reparler aussi plus tard, mais c'est quoi que le client a besoin? C'est quoi que l'industrie a besoin actuellement? Parce que si quelqu'un me dit que dans le domaine des agences au Québec, présentement, il y a quelque chose de pas répondu ou qu'il y a un besoin fondamental existant, il va falloir qu'on le cherche, là, parce qu'il doit y avoir à peu près 800 agences au Québec qui délivrent de toutes les façons possibles. Fait que nous, se questionner sur qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter puis comment on peut vraiment générer une valeur ajoutée, c'est toujours ce qui nous a animés. Puis c'est ce qui nous guide encore aujourd'hui dans le modèle d'affaires qu'on a, qu'on considère qui est, somme toute, assez différent que ce qui est présent sur le marché encore. Fait que, bref, quelques années plus tard, on ouvre Lévis, je rencontre Joe. Et là, on arrive à l'histoire où finalement, on se rencontre et on fait. Parlons-en de ça. Là. C'est quoi l'origine de Les Prétentieux ICC? Comment vous êtes connus? J'ai jamais posé la question. Puis moi-même, je suis dans la même entreprise que vous. Là, on n'a pas parlé, mais j'étais à l'administration avec Charles et John. Comment ça a starté tout ça? C'était quoi le premier contact? Ça a été, comme je disais tantôt, là, moi, mon développement des affaires, c'était beaucoup de faire des partenariats avec d'autres agences. Puis Les Prétentieux, ça a été un des partenariats que j'ai voulu développer. Fait que aussi anodin que moi qui écris dans ce temps-là, je pense que j'avais écrit à Fran, qui est notre associé encore à ce jour. Fait que je la salue d'ailleurs. Salut Fran. Salut Fran. J'avais écrit, puis j'avais dit tout simplement, écoute, salut Fran, j'aime ce que vous faites. Si tu veux qu'on aille prendre un café, je serais curieux de voir comment on pourrait travailler ensemble. Puis tout de suite, elle m'avait répondu, je pense que ça avait pris comme littéralement 5 minutes. Puis j'avais un café de bouquet avec Charles parce que lui, il descendait à Montréal, je pense. Pour des clients. Dans ce temps-là, il descendait beaucoup justement pour Sport Québec et aller au stade. Fait que on s'est rencontrés, puis ça a fité quand même vraiment rapidement. Ça a quand même été quick. On a eu vraiment un bon fit ensemble. Puis là, évidemment, il y a le fit au niveau de la complémentarité au niveau des entreprises. Dans le fond, les prétentieux ne faisaient pas de web. Moi, je faisais juste du web. Enfin, clairement, ça s'imbrique parfaitement. Mais le fit au niveau des individus était quand même assez intéressant. Puis, on a commencé à travailler ensemble. Je pense qu'on a un premier mandat, c'était avec Cégep Garneau, je ne me trompe pas. Ouais, ça se peut. Puis ça a été notre premier mandat, ça a bien été. Puis je pense que comme ça a tellement été vite, là, j'ai pas le timeline parfait, mais quand Charles descendait pour aller voir Sport Québec, on allait dîner ensemble, on a fait ça peut-être 3, 4, 5 fois, on s'appelait au téléphone, on parlait des trucs. Puis rapidement, on est rentré dans le vif du sujet, là, comme OK, mais comment qu'on fait pour se mettre ensemble? C'est clairement comme il y a un fit, là. Puis peut-être, je sais pas, un genre de 6 à 8 mois, peut-être que ça a duré, ce processus-là. Puis après ça, on a fait la fusion ensemble. Puis on a mergé ensemble. Ouais. Wow. Puis, parlons, on a fait une petite intro sur l'agence en tant que telle, mais là, le nom du podcast, c'est le Day-to-Day Podcast. Fait, je serais curieux de vous entendre parler par rapport à c'est quoi votre Day-to-Day. Je commencerai par Charles en tant que directeur général. C'est quoi le Day-to-Day? Oui, le Day-to-Day de la dernière année et demie est un peu différent du Day-to-Day qu'on se serait parlé définitivement il y a peut-être 2 ans, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 1 an et demi, on a acquis une autre entreprise
qui est Imago Communication. Une entreprise qui est extrêmement connue en Beauce, qui a énormément d'histoires, presque une trentaine d'années totales d'existence. Puis nous, dans notre modèle, il y a ce côté-là de proximité qui est toujours resté. Ça a toujours été important pour nous d'être capable de connecter avec le client. T'sais. La fonction marketing est complexe. T'sais. Puis pour le client, elle a beaucoup de valeur. Si demain matin, un client a une mauvaise fonction marketing, que ses ventes sont ralenties puis que ça va pas bien, le téléphone sonne assez rapidement, sommairement. Il y a deux façons de le voir. Soit on y va par mandat. Fait que, tu sais, souvent, on se dit marketing, campagne publicitaire, puis c'est vraiment du par mandat. Nous, notre vision est aussi par mandat parce qu'on en fait beaucoup, que ce soit en web, que ce soit en images de marque et autres, mais il y a toute la dimension du 360 pour nous qui est vraiment la gestion annualisée ou qu'on peut appeler aussi l'impartition. Fait que c'est vraiment l'accompagnement qu'on va vraiment faire avec le client. Quand on a acheté Imago, pour nous, cette entreprise-là faisait ça, en fait. La proximité avec leurs clients là, était omniprésente. Le taux de récurrence était faramineux. C'était une belle business qui correspondait bien où ce qu'on voulait aller. Fait qu'on les a acquéris le 18 octobre 2023, et très exactement. Et puis, la dernière année et demie a vraiment été, je dirais, pour nous, ça a pas mal été le défi de notre vie jusqu'à présent, entrepreneurial, parce que juste pour revenir aussi, la fusion aussi avec Agence CC, là, dans les débuts, ça a quand même été un bon défi aussi. Oui, effectivement. Avec la COVID qui est arrivée en même temps, là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le bunker. Dans le bunker, les heures qu'on a mis, là, on a passé beaucoup de temps au passait des début. Nuits quasi au début ensemble. Dans ce temps-là, quand on a décidé de faire le move, moi, j'ai loué mon condo, puis j'ai déménagé à Québec pendant comme 6 à 8 mois environ. Puis tout ce qu'on faisait, c'était comme essayer de structurer la patente puis de s'organiser pour que ça fonctionne, parce qu'il y a quand même une certaine complexité. Mais ce qui est arrivé, c'est la COVID aussi en même temps. Là, comme littéralement, comme 3 mois après, je pense que la COVID nous frappait. Fait qu'on était complètement dans l'inconnu. Mais ça l'a amené, c'était un peu spécial au début. C'était beaucoup de zones grises. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. On connaît l'histoire, là. Mais après ça, nous, on a eu beaucoup d'opportunités d'affaires. Après ça, il y a eu beaucoup de croissance. Fait que ça, mettons, je compare avec Imago, là, c'est à plus petite échelle, là, mais ce moment-là, on a doublé là, rapidement. Je pense qu'on a passé comme au niveau du volume d'affaires et au niveau du staff, ça a vraiment été vite, puis il y a eu beaucoup de structuration à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, dans le marché, il y a quand même beaucoup de boîtes que souvent, ils vont être comme 10-15. Globalement, 10-15, l'avantage que tu as, c'est que comme propriétaire ou comme partner, tu as encore la capacité de pouvoir intervenir facilement. Quand tu es rendu 60, cette capacité-là est supportée par des process. Fait que, sommairement, quand on s'est associés ensemble, là, on jumelait 2 petites boîtes. Fait qu'il n'y avait pas tant de procédures encore, il n'y avait pas tant de structures. Fait qu'on les créait au fur et à mesure pour réussir à se structurer puis croître. Le défi qu'on vit aujourd'hui est extrêmement différent parce qu'on a 2 business qu'on va considérer comme matures, 2 business qui vivent bien, puis 2 business qui font sommairement la même affaire, mais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui font du marketing dans la vie. On le fait tout un peu d'une manière différente, que ce soit de la manière qu'on l'applique ou de la manière qu'on le réfléchit. Mais nous, notre enjeu depuis 1 an et demi, c'est cette fusion-là. Fait que, ça a été 1 an, je dirais, d'apprentissage. Fait que qu'est-ce qu'on a fait au quotidien? On a appris. On a appris énormément de choses sur leur méthodologie. Puis souvent, c'est pas parce qu'un achète l'autre que nécessairement on a plus raison. Il y a beaucoup d'affaires qu'on a analysées d'eux puis que tu te rendais compte que cette idée-là ou cette méthode-là, probablement qu'on l'aurait eu dans 5 ans ou dans 10 ans avec l'expérience qu'eux autres avaient accumulée. Fait que notre job, c'était d'observer, d'analyser, puis de voir qu'est-ce que nous, on peut prendre comme pick-up qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Puis il y a énormément de choses. Le CBLC, au niveau administratif, nos gestions administratives est extrêmement différentes. Eux autres, ils ont une gestion administrative qui se développe depuis 30 ans. Les process sont extrêmement solides. Fait que beaucoup d'affaires à apprendre. Puis ça, c'est une sphère, mais il y a des sphères. Il y en a plusieurs. Fait que ça a été beaucoup d'apprendre. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'observations, aller voir qu'est-ce que les gens font, de quelle manière ils le font, pourquoi ils le font. Puis après ça, c'est, je dirais, depuis la dernière, mettons, le dernier 6 mois, là, on est rentré plus dans le volet de l'implantation. Notre job, c'est d'accompagner les teams sur comment on peut implanter, fait comment on peut fusionner. Ça marche d'un côté comme ça marche comme ça de l'autre, bien, voici comment on proposerait cette addition-là. Fait que le quotidien, mettons, fusion se résume beaucoup à ça. Après ça, pour ce qui est de la direction générale, bien, c'est sûr que comme associé, on a un rôle de développement. Fait que, tu
on a quand même, mine de rien, comme Joe disait, quand tu travailles 80 heures par semaine, à un moment donné, puis ça fait 10 ans que tu en fais, c'est à peu près comme 20 ans de quelqu'un qui travaillerait sur une semaine normale. Fait que, mine de rien, quand on arrive sur un dossier pour analyser un dossier ou pour vendre un dossier, notre capacité n'est pas la même que quelqu'un qui a accumulé une dizaine d'années, mais pas nécessairement au beat que nous, on le fait. Fait qu'il y a quand même un gros volet analyse, développement d'affaires et autres. Puis après ça, il rentre tout le côté financier, fait que financier, structure, fait que le management au sens propre là, de l'agence qui est vraiment structuré. Puis on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, mais avec avec cette addition-là, on a vraiment pogné une marche extrêmement importante là, qui, pour nous, est un peu plus, je dirais, la marche de la grande entreprise ou de la moyenne entreprise. C'est-à-dire à partir du moment où tu as une structure, que tu as une directrice des opérations, que tu as une directrice RH, tu as une directrice administrative, qu'à l'admin, à un moment donné, quand tu te ramasses avec 6 personnes temps plein, c'est pas comme gérer 2 personnes qui font de la facturation puis que tu jases de transactions. Fait que c'est toute une autre dimension. Je dirais que notre job était beaucoup de terrain. Puis là, aujourd'hui, est rendu énormément dans le management et à un level stratégique extrêmement différent. Je pense que de l'extérieur, je l'ai comme un peu sous-vu. Là, je le voyais un peu que dans la dernière année ou dans la dernière 1 an et demi, je sentais que les prétentieux avaient pris un step de plus justement avec ces acquisitions-là. Ouais. Puis la structure, comment Seb m'en parlait aussi, parce que Seb, justement, vu qu'il est dans votre day-to-day aussi, je sentais vraiment que les prétentieux, c'était plus juste une simple agence, mais vraiment rendu une agence plus complète. Puis vous avez abordé le sujet du marketing 360. Ouais. Peut-être qu'il y en a, il y a des étudiants qui nous écoutent en ce moment qui n'ont peut-être aucune idée de quoi vous parlez en ce moment. Ça veut dire quoi concrètement pour vous autres, un elevator pitch ça veut dire quoi le marketing 360, ce que vous êtes capable d'offrir? Oui, c'est une bonne question. Tu vas-tu y aller? Elevator pitch, quand même la pression. On a fallu lire la vision qu'on a rédigée récemment, mais je pense que le mot impartition est quand même très fort. Ça parle beaucoup aux gens. Là. Puis c'est vraiment la capacité de rapidement remplacer une ressource clé qui est normalement dans une entreprise, qui est un directeur marketing, qui coûte très cher, une personne qui est compétente. Puis nous, notre proposition de valeur, c'est de remplacer cette personne-là, puis d'être en mesure, après ça, de faire la distribution de tout ce que cette personne-là pourrait coordonner comme initiative. Fait que des campagnes, du numérique, du branding, du web, puis d'avoir les personnes à l'interne qui peuvent exécuter ces projets-là. Puis je dirais même que c'est de venir en complément parce que dans certaines grandes business, il y a quand même des équipes de marketing. Mais la complexité qu'on a aujourd'hui en 2025, c'est drôle parce que nous, quand on a parti l'agence, notre mentor, c'était Bernard Paquet qui était dans Cossette initialement, qui est décédé maintenant. Puis il nous racontait à quel point, lui, à l'époque, il partait il allait voir des graphistes en Europe, il faisait faire des sketchs, il revenait avec le rouleau sous le bras, puis il revenait au Québec. Le rythme n'était pas le même. Aujourd'hui, il y a quand même une énorme complexité. On s'entend, là, quand on regarde le numérique, toute la gestion du data, c'est rendu extrêmement complexe. Après ça, on rentre dans le e-com. Là, on est dans une sphère totalement à part aussi. Toute cette information-là, à un moment donné, ça devient quasi impossible pour une personne qui est à la direction marketing d'une entreprise de gérer tout ça. De gérer, d'être le stratège, puis d'être l'applicateur. À un moment donné, ça devient littéralement impossible. Fait qu'il faut qu'il y ait des équipes qui puissent se greffer à ça, puis qui puissent venir en appui. Là, c'est indéniable. Puis l'enjeu que tu as, c'est est-ce que tu as besoin d'un graphiste temps plein? As-tu besoin d'un stratège numérique temps plein? As-tu besoin d'un gars de web temps plein? La réponse est pour 95% des business au Québec, la réponse est non. Fait que là, tu te ramasses quoi avec des bouts de bout? Puis l'autre affaire, c'est là, après ça, tu as des clients qui vont se dire je vais aller chercher un petit bout de numérique dans une agence de numérique, un petit bout de design dans une agence en design. Puis après ça, c'est est-ce que cette personne-là, est-ce que ce monde-là se parle? Je ne veux pas généraliser, mais très souvent, ce monde-là ne se parle pas. Se parle pas du tout. Fait que ça devient encore plus complexe. Fait que là, lui se ramasse comme stratège à gérer énormément de complexité, énormément de données, énormément de conseils différents. Des conseils qui sont un peu parfois disparates, qui ne suivent pas nécessairement les mêmes orientations. Puis ça devient une complexité. Fait que nous, quand on a regardé le modèle, puis on se l'est demandé à une certaine époque, à savoir, on se spécialise-tu? Parce que, soyons transparents, il y a de plus en plus de boîtes qui se spécialisent. Ça serait bien plus simple pour nous autres de se spécialiser que de vouloir gérer du 360, qui est un truc, je dirais pas infernal à gérer, mais qui est d'une très grande complexité, disons-le de même. Puis le mot 360, il est un peu... il est un peu dilué dans le temps. Puis nous, on l'aime un peu moins là, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui l'utilisent. Puis je te dirais que il
il y en a beaucoup qui essaient de faire ça, du 360, là, puis on le voit beaucoup là, dans les propositions de valeur des agences. Mais ce qui est complexe, c'est d'avoir toutes les expertises à l'interne, comme Charles disait, d'avoir le numérique, d'avoir le web, d'avoir le brand. Mais après ça, d'être capable d'avoir un niveau de delivery qui est la même chose qu'une agence qui est spécialisée. T'sais. Fait que ton équipe web, es-tu capable d'avoir un livrable qui est similaire à une agence web qui est quand même réputée? T'sais? Puis même principe pour ton numérique puis ton brand. Fait que c'est ça qui est vraiment pas évident. C'est ça qui nous a quand même donné aussi beaucoup de fil à retordre. Là, parce que, tu sais, on est des gars... Lui, c'est un gars de design industriel. Moi, je suis un gars de design. On est des personnes qui ont eu les mains dedans. On veut faire des trucs qui sont performants. Puis, c'était vraiment important pour nous de s'assurer que, oui, on fait de tout, mais on veut s'assurer que notre niveau de delivery soit quand même top level. T'sais. Fait que ça a été beaucoup de structuration. Ça a été beaucoup d'énergie aussi qu'on a dû mettre pour trouver les bonnes personnes aussi. Là. Ça apporte-tu vraiment justement des personnes en tant que telles, sûrement, parce que c'est eux qui ont le knowledge puis l'expertise. Ça apporte directement des équipes. Là. Ça apporte des équipes, mais aussi de la vision globale qu'on va avoir et de la capacité qu'on a à la transmettre. Là. Parce que, tu sais, mine de rien, il n'y a personne qui se lève le matin puis qui fait juste suivre un train. T'sais. Je pense qu'il faut que nous, on se pose la question à savoir comment on peut motiver les gens. Puis comme Joe, il disait, le gros défi à travers tout ça, c'est que tu veux être d'une certaine façon, tu veux que ton équipe soit unie parce que c'est essentiel pour que ça puisse fonctionner, mais d'une autre façon, tu veux que tes équipes résonnent comme s'ils étaient des agences spécialisées, au sens où il faut qu'ils aillent chercher le plus haut niveau de compétences possible pour pouvoir livrer. Mais après ça, il faut que tu mettes tout ce monde ensemble. Il faut qu'il y ait une coordination totale des acteurs. Puis c'est là où ça devient compliqué. Puis, tu sais, ça fait pas 30 ans qu'on fait ça. On aura peut-être un autre discours plus tard, mais je comprends aujourd'hui pourquoi il y en a qui veulent pas aller là. Pourquoi il y en a qui ont décidé de ne pas aller là. C'est complexe de s'arriver à ça. Ça demande une intelligence émotionnelle des gestionnaires en place puis de toute l'équipe que tu viens structurer qui est très compliquée. Puis, intelligence d'affaires aussi. Une intelligence d'affaires aussi qui est extrêmement compliquée. Fait que, comme Joe disait, aller chercher les bonnes personnes, c'est essentiel pour que ça puisse fonctionner. Là. Puis, tu sais, par rapport à un cycle client, voulez-vous, tu sais, parce que là, il y a plusieurs spécialisations que vous avez à l'agence. Un cycle client normal, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il est accompagné directement par un stratège, puis là, lui, il va être un product owner, par exemple? Voulez-vous nous allumer là-dessus? C'est une bonne question. Je peux faire, vas-y. du pouce. Ça dépend, dans le fond. Tu sais, tu vas avoir t'as différents use cases, là, mais il y en a beaucoup. Ça arrive vraiment souvent que les clients vont rentrer avec nous avec un projet très spécifique. Fait qu'un client classique qui arrive, OK, je veux faire mon brand, pouvez-vous m'aider? Ben oui, parfait, on embarque et on collabore avec eux. Puis là, après ça, ben là, va suivre souvent le site. On va faire la refonte du site web. Il va y avoir une relation qui va se créer aussi avec le directeur de compte. Puis c'est ça qu'on pousse aussi. On veut que les gens ils développent des relations avec leurs clients. Puis après ça, on tente d'amener ça vers une gestion qui est plus complète, plus annuelle. C'est plus rare que les clients vont arriver vers nous. Hey, c'est quoi? On veut vous confier notre budget marketing au complet. Genre, on vous fait confiance, on vous connaît pas, prenez-le. Là. C'est plus quelque chose qui se fait sur le long terme. Quoique, on l'a de plus en plus ces temps-ci. Il y a plus de clients qui viennent nous voir pour un accompagnement plus large. Là. Ouais. Fait que si je comprends bien, un client, tu sais, par exemple, va rentrer avec un premier mandat pour régler X problématiques au niveau de leur marketing. Puis c'est à la suite de ça que là, vous allez essayer d'intégrer d'autres sphères justement du marketing jusqu'à temps de la possibilité d'avoir ça se fait beaucoup naturellement, je te dirais. Quand que les gens ils réalisent qu'on est capable de les accompagner sur différents volets, souvent, ben là, ils sont comme, crime, ça me sert à quoi de travailler avec 3-4 autres parties prenantes quand je peux comme tout centraliser mes actions en même place. Fait que souvent, quand la relation est bonne avec le directeur, ça se fait naturellement. Puis, d'une autre façon, si jamais le client rentre vraiment dans une orientation de 360, qui se dit, moi, je veux vraiment faire de l'impartition directe, puis je veux vous envoyer le mandat pour répondre à ta question sur un stratège, je travaille dessus au début. La réponse, c'est oui. En fait, c'est oui puis non. Il y a une analyse de notre part qui est faite à savoir est-ce que le client connaît bien sa structure, connaît bien son contexte. T'sais. Il y a des clients à qui tu vas demander c'est quoi votre positionnement, c'est quoi les facteurs de différenciation les plus importants, puis il y a des clients qui ne sont pas capables de répondre. Puis là, on ne parle pas de business qui sont 5. Là. On parle de business des fois qui sont 150 employés ou 200 employés, puis ces facteurs-là, pour eux, ne sont même pas bien définis à la base. Fait que oui, il y a une analyse en amont qu'il y a à se faire, à savoir, on va commencer à starter un mandat dans le vide, puis commencer à faire investir de l'argent au client quand on ne sait même pas c'est quoi les piliers fondamentaux sur lesquels on va venir travailler. La réponse est non. À un certain moment, il faut qu'on fasse un time-out, qu'on fasse une analyse sommaire avec eux autres de c'est quoi les piliers marketing qu'ils ont en place, les piliers de com, puis qu'après ça, là, on embarque dans ce processus-là d'annualisation. Sinon, là, on a parlé un peu de clientèle. On pourrait embarquer dans le sujet. Là. Y a-t-il une industrie qui est plus
présente, mettons, dans la clientèle de les prétentieux ou c'est vraiment vaste? Puis... C'est rendu varié maintenant, quand même. C'est le spectre de clients est comme vraiment large. Là. Moi, c'est ça que je dis quand je fais des présentations clients. Je suis comme, tu sais, on n'a pas vraiment de spécialisation. On se valorise beaucoup par le fait qu'on est capable de travailler un peu avec n'importe quelle industrie, n'importe quel domaine. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable d'amener certains mandats plus loin aussi parce qu'on n'a pas une vision de tunnel, mettons, sur les clients qu'on prend. Puis après ça, là, c'est sûr qu'on a eu des moments où est-ce qu'on travaillait plus avec certains clients. On a un moment où est-ce qu'on travaillait quasiment juste avec des... On a eu beaucoup de mandats avec des écoles, des commissions scolaires. Ouais, ça, c'est des choses. Considérant l'ADN des prétentieux, ça a été fondé à Thetford. On a eu beaucoup d'entreprises manufacturières aussi, beaucoup de B2B. Ouais. Ça, on en a encore beaucoup d'ailleurs. Ouais, on en a beaucoup. Ouais. Puis avez-vous peur de... Parce que, tu sais, des fois, tu peux... Je sais pas comment vous le ressentez de votre côté au niveau de la vente, mais tu sais, si vous acquérez plus de parts de marché, par exemple, dans l'industrie de l'éducation, est-ce que vous avez comme la tendance à se dire, ben là, on va aller chercher plein d'autres clients là-dedans, ou vous allez plus avoir un pas plus reculé, on garde notre vision d'avoir des clients qui touchent toutes les sortes d'industries, puis on fait du démarchage tout encore en touchant plein d'industries, ou vous allez focusser des fois, regarde, cette année, on a vu que c'est telle industrie qui fonctionne bien avec nous autres, on y va plus de l'avant. Surtout ayant déjà un mandat qui a eu un succès, tu pourrais avoir tendance à retourner là-dedans en disant on a eu quand même une réussite. Oui, mais c'est une bonne question, les gars, mais je pense que ça s'est fait relativement naturellement, en sens où, premièrement, on ne fait pas de démarchage. Au sens où, honnêtement, en 10 ans, on n'a jamais fait de démarchage. Tu sais. On a toujours eu des clients, beaucoup du bouche-à-oreille. Encore récemment, ça, c'est un bon point, par exemple. On s'est fait référer par un énorme bureau d'ingénierie de Montréal. On ne sait même pas c'est qui nous ont amené un mandat assez important, en fait, puis on ne sait pas c'est qui. Fait que souvent, c'est beaucoup des clients qui ont travaillé avec des consultants ou trucs du genre qui nous ont référés sur des mandats. Puis oui, on peut en parler, en fait. On ne fait pas vraiment de démarchage. Non, on fait toute pas de transparence, démarchage. la gang, full disclaimer. On n'est pas... Moi et Charles, on n'a jamais fait de cold call. Là, on n'a jamais pris de téléphone de toute notre vie. Ça s'est fait beaucoup naturellement de par des opportunités qu'on a eues, qu'on a réussi à bien saisir. Puis, on a fait des beaux mandats. On a démontré de l'expertise. Après ça, évidemment, on a des réseaux d'affaires qui nous ont aidés à avoir ces opportunités-là. Charles est hyper présent il a été hyper présent puis il est encore sur le territoire de Thetford. On a été vraiment présent sur le territoire de Lévis. Moi, j'avais déjà beaucoup de clients sur la rive sud de Montréal. Fait qu'on avait quand même une certaine base, mais ce qui nous a fait le plus rayonner, je pense que c'est des mandats qu'on a fait, qu'on a livrés, puis qu'on a utilisé après ça pour aller chercher de la notoriété. Ça, je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Mais ça a beaucoup été des gens qui se sont référés entre eux. T'sais, on parlait dans l'industrie de l'éducation, en somme. Ben, c'est beaucoup du monde qui se sont référés. Ils se connaissent probablement. C'est des petits milieux. Ces gens-là se connaissent. Puis ça a été la même chose dans certaines industries comme le municipal, où à un moment donné, on s'est mis à se faire référer énormément. Dans le B2B aussi, quand même, là, beaucoup d'entreprises industrielles qui se sont mis à se référer. Fait qu'au final, on n'a jamais eu besoin d'aller faire du démarchage. Ça, c'est quand même une belle... Puis même, si je reviens à la fusion, je vais toujours me rappeler, quand on a annoncé la fusion en 2020, on avait fait, c'est tellement un détail, là, mais on avait fait une vidéo motion pour comme, annoncer la fusion. Puis je me rappelle, cette vidéo était tellement extraordinaire. Je pense qu'on l'a utilisé pendant comme 1 an et demi. À un moment donné, ça a encore marqué 2 ans. Ça datait de 2 ans, puis on utilisait encore ça. Mais ça, on avait, on va se lancer des fleurs un peu, là, mais comme on avait quand même bien fait notre setup, puis on avait toutes fait des publications sur nos plateformes respectives pour comme l'association. On avait fait le motion, puis ça avait tellement levé. Là. Puis on avait eu beaucoup, beaucoup d'engouement avec cette annonce de fusion-là. Puis tu mélanges ça avec la COVID aussi. Là. Puis il y a eu beaucoup de clients qui sont venus à partir de là. Puis on est venu travailler en complémentarité parce que nous, on faisait du brand, on faisait des campagnes, eux faisaient du web. Fait qu'on avait sommairement 2 portefeuilles clients qui avaient des besoins qu'on pouvait venir mixer. Fait que d'un côté, tu avais ceux qui faisaient des campagnes puis du brand on pouvait leur offrir du web demain matin, puis on parlait, au bout de plusieurs années, on parlait d'un portefeuille assez conséquent. Puis lui, la même chose. Fait qu'à un moment donné, quand on est venu faire cette annonce-là, puis que la pandémie est arrivée, on a comme doublé en l'espace d'à peu près 2 mois. Non, on n'a pas fait de call entre les deux. Là. C'était non, vraiment comme... Mais de l'agence CC, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clients qui sont restés avec quand vous avez émergé ensemble. Oui, quand même. Au final, vous amenez une nouvelle expertise complète pour ces clients-là, ce que j'en comprends. Oui, il y a eu beaucoup de clients qui étaient de notre côté avec Agence CC pour qui on avait fait le développement web. Puis quand ils ont su qu'on avait une autre expertise, ben là,
sont embarqués, tu sais, et vice-versa. Fait que On recevait encore des demandes de devis sur le site d'agence CC 3 ans plus tard. OK. Juste pour des puis des fois, j'en reçois là. OK, il est encore... il est encore là. Ouais, oui. On regarde. Là, on vient voir. On vient de mettre, de merger les pages Facebook, là, je pense. Là. Ouais, ça se peut. Ouais. C'est quand même excellent, Ouais. ça. Là, on parle de clients, tout ça. Moi, j'ai une spicy question pour vous autres, les gars. Oh boy. C'est quoi les pires mandats? Parce que, tu sais, vous en envoyez de toutes sortes à travers l'année. C'est quoi les clients que... Pas nécessairement que vous voulez pas, mais vous dites quand ils arrivent, il y a peut-être un petit check à faire avant qu'on aille plus loin. Souvent, les pires mandats, c'est comme ton beau-frère, là, au party de Noël, qui te demande de faire un logo déjà fait. Puis il est comme, hey, j'ai une idée de logo, j'ai déjà dessiné quelque chose. Tu donnes ça à ton 2 gars. piastres, tu me le fais dessus. Ouais, mais j'ai pas vraiment de client en tête. Là. Je pense juste en général, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, sans rien leur enlever, là, je suis vraiment... je respecte les gens qui ont des grandes idées, tout ça, mais ceux qui arrivent avec des idées grandioses de développer, comme de faire une distribution de marché avec une idée d'application, des trucs de même, qui ont pas d'études de marché, qui ont pas regardé vraiment leurs trucs, qui ont aucune notion de qu'est-ce que ça représente en termes niveau financier pour développer ces trucs-là, puis qui arrivent vers toi avec comme un peu une idée préconçue de quand même, voici ce qu'on va faire, tu veux t'embarquer, puis au pire... je te paye pas, t'as des parts en compagnie, puis tu sais, vous allez travailler, vous allez voir, ça va être malade, dans 5 ans, on est millionnaire. Là. Ça, moi, ça m'est arrivé beaucoup. Étant une agence de développement web, là, on avait beaucoup de monde qui venait vers nous pour des applications, puis des idées, puis j'étais comme, oh boy, here Je we go pense again. que c'est souvent un peu comme quand l'idée elle a l'air trop bonne. Tu sais, puis il y en a des très bonnes idées dans la vie, mais il y a aussi le fait qu'il faut que ces idées-là ils soient backées un minimum. Tu sais, nous, je pense que c'est toujours de demander, on vient répondre à quelle problématique. Tu sais, c'est quoi la valeur de la problématique? Il y en a un que j'ai en tête que je nommerai pas, mais qui avait un super produit révolutionnaire dans le domaine du sport. Puis, c'était juste mal réfléchi. En fait, c'était mal réfléchi. C'est que souvent, je pense que le problème, c'est que l'entrepreneur qui vient de voir, lui, il se dit, moi, je vis cette problématique-là. Là. Donc, par conséquence, tout le monde vit cette problématique-là. Et là, c'est le meilleur produit. Tout le monde va adhérer à ça parce que moi, j'ai la problématique. L'enjeu qu'on a, c'est qu'à partir de là, il n'y a pas de validation d'irritants et de problématiques qui est faite à plus large échelle, qui permet de valider si l'idée d'affaires elle a vraiment un fondement qui se tient. Puis si, deuxièmement, l'idée est bonne, les gens sont-ils prêts à payer pour? Mm-hmm. Est-ce que les gens ils souffrent assez? Est-ce que l'irritant est assez présent pour que les gens mettent de l'argent là-dedans ou veulent acquérir le produit, l'application, ce qu'on voudra? Et souvent, la réponse est non. C'est ça l'enjeu. Puis ça a été... historiquement, on en a eu des clients, le pire là-dedans, qui avaient des moyens conséquents, avec qui on a accepté de faire des projets, mais c'est des projets qui, tristement, après plusieurs années, ne lèvent pas. Ça finit pas par lever. Aujourd'hui, on en a moins. Je pense que ça arrive puis plus. on est plus... on est plus sélectif aussi. On éduque plus les gens. Ouais. Je pense qu'au début... par la force des choses, t'as quelqu'un qui vient vers toi, puis t'as pas beaucoup de clients, t'es plus porté à accepter, peu importe le contexte. Là. Mais maintenant, je pense que quand les gens arrivent à nous avec des idées un peu farfelues, on les éduque, puis on est comme check. Même si t'as des sous, on filtre. On filtre garde ton peu, argent. Là, on a parlé des pires mandats. On pourrait aller vers l'opposé. C'était quoi, mettons, un mandat parfait? C'est quel type de projet qui vous passionne le plus, les gars? Je vous laisse parler là-dessus. Je vais te laisser parler en premier, puis je vais parler pour moi après. Ben, moi, j'avais pensé à ça, justement, puis... Là, c'est drôle parce qu'il y a Gourou, là, mais tu sais, moi, c'est un des mandats que j'ai beaucoup adoré, c'est Red Bull. Ça a été avec Agence CC, un de nos premiers clients quand même assez important. Puis, on est parti avec Red Bull au début, c'est moi qui s'en occupais au complet, là, tout le design graphique. Puis, on est commencé du début, vraiment, vraiment avec la base des petits mandats à gauche et à droite. Puis là, on se téléporte 7 ans plus tard, 8 ans. 7-8 ans plus tard. 7-8 ans plus tard. Puis, tu sais, on travaille encore avec Red Bull. Là. En fait, pour moi, avec une adresse à l'interne, puis quelqu'un a c'est ça. Puis le mandat a tellement évolué. Là, puis moi, à chaque fois, ça me fascine. C'est plus moi qui s'en occupe pantoute, là, évidemment pas. Mais je regardais ça le mois dernier parce qu'on a eu officiellement notre plus gros mandat avec eux, qui était quand même un chouette mandat, environ 200 heures de design graphique. Puis je voyais l'évolution entre les deux, de moi qui s'en occupais back in the days, là, 8 ans, genre. Avec là, l'équipe de design au complet qui s'en occupe. Je pense qu'il était comme 4 ou 5 à travailler là-dessus avec un gestionnaire de compte. J'étais comme, ça, pour moi, c'est quand même... C'est pas pareil que quand tu travaillais à côté du gym. Non. Exactement. Puis que j'entendais les barbells tomber à terre le midi avec les cours de groupe, mais... Le weight gainer est resté pareil. C'est ça. Mais ça, pour moi, c'est un de mes gros clients, je te dirais. Là,
Ouais, c'est quand même un bon point. Moi, je surferais là-dessus pour beaucoup parler du volet de la relation. Moi, c'est pas tant la nature du mandat, mais la relation qu'on réussit à développer. Red Bull, c'est un bon exemple. Là. L'équipe à Toronto ont toujours été formidables avec nous, faut vraiment le dire. C'est des gens qui, malgré, mettons, que c'était pas nécessairement la même personne, malgré que chez nous, il peut y avoir certains changements, c'est des gens qui sont restés extrêmement fidèles à nous. C'est des gens qui ont toujours été là. C'est des gens avec qui on a toujours entretenu une communication directe. Puis moi, je dirais que les meilleurs clients, je pense à des gens comme Brisson, exemple, qu'on a depuis des années. Je salue Martin. Martin est arrivé avec nous au début de l'agence. Martin, à cette époque-là, pour nous, c'était un mandat important. C'était quelqu'un qui nous faisait confiance à l'année dans presque les tout premiers. Bien, c'est des gens qui sont encore avec nous presque 10 ans plus tard. Puis des clients comme ça qui sont avec nous autres presque 10 ans plus tard, il y en a beaucoup. Mais c'est des gens avec qui on a des relations. C'est des gens que si demain matin, il y a un problème, mon téléphone va sonner, même après 10 ans encore, même si c'est plus moi qui est up front, même si on est plus là en day-to-day. Puis toi, c'est la même chose. Là. Il y a en masse de clients qui nous appellent directement, même si on n'est plus sur le compte depuis 4 ans de ça. Mais cette confiance-là qu'ils nous donnent, cette relation-là qu'on a bâtie avec eux autres, puis nous, cette importance-là que notre staff aille chez eux, aille les voir. Tu sais, un moment donné, ils nous ont fait confiance, on lui doit quelque chose, parce que s'il n'avait pas été là, à l'année 2, quand il représentait peut-être 5 % du revenu total, ben on ne serait pas ici en train de parler aujourd'hui. Fait qu'il y a vraiment une importance capitale pour nous de redonner à ces clients-là puis s'assurer que même si on grossit, même si l'agence est rendue plus grande, ben que ce moment-là, il soit servi on point puis qu'on soit encore aussi de proximité avec eux. Ouais. Ça, c'est primordial. C'est fou. Je trouve qu'on a comme effleuré le sujet à travers les... Tu sais, on en a parlé des grosses étapes clés de la croissance des prétentieux, mais en tant que tel, c'est quoi les moments clés que vous voyez comme... Là, on a pris un step, on a parlé des steps tantôt, mais concrètement, c'est quoi vos moments clés chez les prétentieux? Je vais starter puis je parle de ce qu'on a fait de l'année. Surtout, on pourrait établir l'année des bureaux, là, la progression, l'ouverture de chacun des bureaux. Là, on est rendu à 4. Oui. On pourrait faire aussi là-dessus. Ben, on a parlé un peu là, avec 2015, le premier. 2015 à Thetford. Après ça, moi, avec Agence CC, j'avais un bureau dans le temps à Brossard. Qui, quand j'ai racheté l'agence, on est parti des bureaux parce que je voulais vraiment optimiser les coûts. Puis après ça, tu sais, dans les gros steps, évidemment, il y a la fusion. Ben, il y a le bureau de Lévis là, qui est ouvert entre les deux. Ouais. Après ça, il y a eu la fusion des prétentieux agence CC qui nous a vraiment, comme on disait tantôt, on a monté quand même une marche assez importante en termes de volume, en termes de staff, mais en termes de structuration aussi, là, parce qu'on a mis beaucoup d'éléments en place pendant ces années-là. Je pense que c'est la première fois, tu sais, quand on a. Mettons qu'on se réfère en termes d'employés, là, je pense que c'est un barème qui se tient assez bien, mais les premiers employés, là, le 0 à 5 est complexe. Là, parce que là, tu n'as pas énormément de mandats, c'est complexe, ça coûte relativement cher. Tu as beaucoup de structures à mettre en place pour réussir à arriver là. Après ça, le 5, 12, 5, 15 se fait relativement bien, parce que là, tu commences à structurer tranquillement, pas vite, t'embauches, mais ça reste que c'est pas un processus qui se fait nécessairement du jour au lendemain. Après ça, nous, le premier big step, là, ça a été le 15 à 20. Le 15 à 20, c'est là, je pense qu'on s'est rendu compte que tout seul, comme associé, on ne pouvait plus intervenir dans tous les dossiers. C'était plus possible. Tandis qu'en bas de ça, peu importe ce qui arrive, tu prends le téléphone toi-même, tu le règles, ça va, c'est facile. Mais après ça, là, ça te prend des process. Il faut que tu définisses la qualité de livrable que tu veux. Il y a toute une structuration au niveau de la business qui se fait. Le 25-30, employé a été un bon step supplémentaire aussi parce que là, tu as plus de la création d'équipe, tu as plus de la création de cellules. Ouais. C'est moins tout le monde est dans la même gang là, parce qu'à un moment donné, tu te mets à avoir des process, une certaine structure. Là, il faut que tu divises parce que tout le monde ne peut pas connaître les process de chaque structure. Ce serait interminable. Il faut que tu uniformises aussi. Il faut que tu uniformises. C'est compliqué parce que ça grossit, tu structures, exemple, des cellules d'expertise, mais après ça, il faut que tes cellules ils travaillent de la même façon. Là. Fait que, exemple, tes gens qui font du design puis tes gens qui font du web, oui, ils font pas la même chose au quotidien, mais il faut quand même qu'il y ait des process qui soient similaires. Fait que ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis ça fait en sorte que je pense dans ces steps-là, ça demandait beaucoup d'énergie, puis ça en demande encore. Là. Puis après ça, il y a eu Imago. Il y a eu Imago, puis dans ce step-là, pour nous, c'est que à chaque step que tu montes, c'est qu'à un moment donné, tu pognes un certain plateau dans lequel ça roule, ça va bien. Je dirais pas que c'est tranquille parce que c'est jamais tranquille, mais tu vois que l'eau est plus claire.
Puis à un certain moment donné, quand tu veux grossir, ben là, tu as la contre-marche à prendre. Puis la contre-marche est toujours plus compliquée parce que tu as des structures que tu viens de bâtir il y a un an, à redémolir, à recommencer, puis à recommencer. Puis quand l'enjeu, c'est quand tu as une croissance comme nous, on a eu, tu sais, la vraie croissance, ça s'est peut-être sur une période de 7 ans, mettons, où on est passé littéralement de comme 5 à 60. C'est rapide quand même, au sens où les processus et les procédures qu'on a mis en place, on doit les avoir défaites 4 fois là, en s'en allant. À chaque fois, c'est comme si tu rebâtis une nouvelle business. Là. C'est comme, littéralement comme si tu recommences à zéro. Puis la marge du 30-60 qu'on a pris présentement, en tout cas, moi, je considère que c'est la plus importante qu'on a eu à faire parce que c'est celle qui te permet après ça d'aller à 150. Parce que tu n'as pas nécessité... à 30 personnes, avoir une directrice RH, là, coûte cher c'est un payroll qui te coûte cher. Avoir une directrice d'opération, ça te coûte cher. Avoir quelqu'un qui est en plein développement, ça n'existe pas, mettons, une directrice d'opération junior là, qui sort de l'école. Oui, c'est ça. Tu vas faire comme moi, tu vas te gérer ça facile. Fait que tout ça est complexe. Fait que cette marche-là que nous, on a pris, mettons, du 60, visait vraiment à structurer notre plus gros step de croissance qui, là, va nous permettre d'accélérer après ça puis d'aller chercher du 100 employés si jamais c'est là qu'on va aller. Puis pour revenir un peu, là, on parle beaucoup de croissance, puis juste pour clarifier, nous, ça a toujours fait partie de notre vision puis de notre modèle. On a toujours voulu avoir plusieurs points de service dans différentes régions au Québec. On a toujours resté en périphérie des grands centres. On n'a pas de bureau à Montréal, on n'a pas à Québec, on n'en veut pas. Mais on a un bureau de l'autre côté du fleuve à Lévis, on a un bureau de l'autre côté du fleuve à Montréal, à Saint-Lambert. C'est un peu ça notre modèle. Puis on s'est toujours dit qu'on voulait avoir plusieurs bureaux. Puis le simple fait de vouloir faire du 360 puis avoir plusieurs expertises, t'as pas le choix d'avoir une équipe qui est quand même assez... assez proche aussi du monde. Assez proche, avec beaucoup de monde. Puis de vouloir expandre dans différents territoires, bien naturellement, si on suit la mission, la vision, ben c'est sûr qu'il y a de la croissance à travers. Puis le volet des acquisitions, ben ça rentre dans la discussion assez rapidement parce que c'est une façon de rapidement arriver à cette vision-là. Puis après ça, là, évidemment, il y a une stratégie derrière. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a quand même exploré rapidement parce que on l'avait fait avec Agence CC puis les prétentieux. Puis on s'entend, c'était vraiment pas la même ampleur. Là, on se le dit souvent, mais reste que ça nous a quand même donné une certaine expérience qui nous a donné la confiance pour faire comme, hey, je pense qu'on serait capable de prendre un autre bouchée puis de... Puis je pense que ça a été aussi pour nous, je pense que c'était quand même aussi un défi entrepreneurial de refaire ce move-là. Là. Je pense que de l'avoir fait peut-être à petite échelle une première fois, on savait peut-être plus à quoi s'attendre parce qu'on ne se le cachera pas. Ça a été là, on parle de nous comme ça a été une grosse bouchée, mais c'est quelque chose qui est une énorme bouchée pour tout le team à l'interne. C'est pas simple, là, au sens où chaque équipe, chaque membre de l'équipe est confronté à certains enjeux, que ce soit au niveau de l'addition des process, que ce soit de l'addition avec d'autres mondes. Puis nous, il faut le dire, il y a quand même le terme générationnel. Là. On est une agence où la moyenne d'âge des prétentieux de 28 ans, puis on se ramasse quand même avec une organisation qui a beaucoup plus d'expérience. Qui existe depuis 30 ans quand même. Qui existe depuis 30 ans. Il y a un merge à faire là-dedans. Fait que c'est à plusieurs niveaux. Je pense que l'avoir fait plus tôt, mettons qu'on aurait eu 5 ans et qu'on aurait fait ça, je suis pas sûr qu'on avait l'intelligence émotionnelle puis l'intelligence d'affaires que ça nécessite aujourd'hui pour réussir à l'avoir fait. Par contre, 10 ans plus tard, je pense que là, on était rendu à ce step-là. Puis chaque step qu'on a pris de même nous a formés en s'en allant. Puis pour revenir, encore bonifier là-dessus, tu sais, ce move-là qu'on a fait nous a permis de se structurer avec ce que Charles disait tantôt, tu sais, d'amener quelqu'un qui va s'occuper des opérations, d'amener quelqu'un qui va s'occuper des RH, ben, qui est Zoé en l'occurrence, là, qui était déjà là, mais qu'on a fait transiger vers ce rôle-là. Puis on est venu aussi structurer avec des responsables de département qui nous ont permis vraiment d'avoir des cellules d'expertise qui étaient solides. Mais tu sais, sans ça, on n'aurait pas nécessairement eu le moyen de nos ambitions. Puis on a aussi, c'est tellement des détails, mais on est rendu avec quelqu'un qui s'occupe des TI, qui est Richard et avec Pierre en support. C'est tous des éléments qui nous permettent après ça, de pouvoir prendre le prochain step. Parce qu'on s'entend, ce qui est tough, c'est que, un peu comme je le disais, à 20 employés, il y a un ordi qui pète, ça va. Là, si je viens déposer ça sur le coin de ton bureau, on va s'arranger ça. Seb a été conscient de ça souvent, mais à 60, c'est plus possible. À 60, il y a un ordi qui pète à toutes les semaines. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas gérer ça. Ça devient impossible. Fait que cette structure-là, ce step-là est quand même assez énorme pour réussir à arriver là. Puis j'apporte quand même un point, parce que Joe, tantôt, il parlait de la croissance, mais il y a quand même une philosophie chez nous qui, je pense, nous distingue. C'est que, tu sais, souvent, on va parler de la croissance puis on pense à cash. Comme si la croissance était égale à croissance monétaire. Puis chez nous, ça n'a jamais été la philosophie. On a toujours eu des business
puis là, je dis des parce que Imago et les prétentieux là-dedans, qui avaient des très bonnes santé financières. Ceci étant dit, le final goal pour nous n'a jamais été OK, comment on va réussir à faire cette année? Non. On a un projet de faire grossir la business, d'atteindre des niveaux d'équipe, d'atteindre des niveaux de qualité, puis de réussir à deliver à des clients. Puis ça, pour nous, ça a été extrêmement important parce que dans les embauches qu'on a faites, dans l'investissement qu'on a fait, tu sais, là, on le voit là présentement, il y a beaucoup de boîtes que là, ils veulent plus de bureau, ils veulent plus rien, ils veulent plus de ci. That's fine. Moi, j'ai aucun problème avec cette philosophie-là. Par contre, chez nous, c'est pas le même. Nous autres, on trouve ça important que notre staff puisse se rassembler. On a investi des sommes massives dans toutes les infrastructures, les bureaux, Lévis en... Surtout en ce moment. Oui, en ce moment encore, là, on sort de Renault à Lévis, puis Lévis, c'est un bureau qui est complètement neuf, qui est vraiment incroyable, qui datait d'il y a 3 ans même pas, puis on est déjà en train, puis là, on vise sur le développement d'un futur grand bureau sur la Rive-Sud, à Montréal aussi. Les investissements à Sainte-Marie aussi qui s'en viennent. Là. Imago, on a des investissements importants qui s'en viennent aussi. T'sais, pour nous, ça, c'est hyper important. T'sais. Au final, c'est toute l'expérience des prétentieux. C'est pas juste de se demander, je fais-tu du cash à la fin, c'est est-ce que mon staff, est-ce que mes clients, est-ce que j'ai créé, ce que j'ai apporté comme valeur dans la vie a de la valeur pour le monde qui nous entoure, puis pas juste pour nous au final. Puis ça, je pense que ça a toujours été une philosophie, parce qu'il y aurait énormément de décisions qu'on n'aurait pas prises de la même façon si jamais ça avait été uniquement pécunier, c'est sûr. Puis faire du pouce là-dessus, le volet de croissance que ça nous permet de faire également au niveau des humains qui sont dans l'équipe, c'est qu'on peut, après ça, nous redonner en termes d'opportunités. Puis je pense que c'est pour moi, c'est vraiment important. Puis on le voit parce qu'on a des gens qui sont avec nous depuis longtemps, que là, ont l'opportunité de level up dans leur poste, puis de vraiment poursuivre leur carrière. Puis c'est sûr que quand tu es 12 dans l'équipe, c'est un peu difficile d'avoir un poste de directeur, puis t'occuper d'une équipe. Là, on s'en vient avec des gens qui s'occupent des équipes, des gestionnaires d'équipes, ces éléments-là. Puis plus ça va aller, plus on a des opportunités à redonner aussi aux gens. Là, je vois le temps filer, puis je veux juste m'assurer qu'on puisse avoir le temps de parler de ce fameux sujet-là. Puis je trouve ça le fun à quel point, justement, ça a scalé, puis de parler des moments clés. Mais il y a de quoi qui me retient tout le temps à travers ce que vous dites, les gars, mais je sens vraiment que le lifestyle de l'agence marketing est comme un peu dans vous depuis longtemps. Puis je veux justement qu'on prenne le temps d'en parler. C'est quoi pour vous, selon vous, le lifestyle marketing dans une agence? C'est-tu de... Je sais que Seb, lui, il prend son à vélo pour aller à l'agence des fois, mais je pense que c'est plus que ça. C'est vraiment d'avoir un contact, une relation client, d'être créatif. Selon vous, ça serait quoi? Comment vous décririez ça? Ou simplement, c'est quoi travailler chez les prétentieux aussi? Ouais. Je te laisse y aller, je pense. Je vais embarquer après. C'est drôle, mais moi, je vois un peu la question à l'inverse. Je trouve que ça a été galvaudé. Tu sais, au sens où... J'ai l'impression que tout le monde se dit, hey, travailler en agence, là, c'est sûr qu'il va y avoir une glissade pour pick up le deuxième étage. Il fait tout le temps soleil la journée que tu vas travailler. Non, au sens où, à un moment donné, on a quand même un travail à faire. Là, au sens où on a un travail à faire. La culture est importante. Là, on parle de la croissance depuis tantôt. Nous, cette culture-là de croissance et d'évolution est importante, d'amener notre monde là-dedans, puis que tout le monde ait... qu'on puisse générer des opportunités comme organisation. On veut que notre monde ait du fun, c'est sûr et certain, mais il y a quand même du travail à faire. Le Seb, il pourrait en témoigner. Là. On sait, je pense, être comme un mini-Wheats. On a comme ce côté givré-là qui est hyper présent, mais il y a le côté qui n'est pas givré non plus, parce que, tu sais, comme dans n'importe quel job, on a un travail à faire. Le marketing, ça reste sérieux. Il y a du monde qui nous amène des mandats, qu'eux autres s'attendent à des résultats, à des chiffres de vente. C'est ce qui va lui permettre de maintenir leur ligne de production, de développer leur ligne de prod. Fait, ça reste que c'est extrêmement sérieux. J'ai l'impression que des fois, on voit ça comme si genre, tout le monde arrive avec un béni, puis c'est cool, on chill dans des bing bags à faire des campagnes publicitaires. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est pas si simple que ça. Moi, je considère que les gens qui sont chez nous sont des professionnels. T'sais, nous, le terme employé, c'est quelque chose qu'on a éliminé. T'sais, pour nous, à l'interne, c'est des professionnels. T'sais, c'est tout du monde qui ont des compétences que moi, personnellement, j'ai pas, puis qui sont incroyables. Mais ces professionnels-là, je pense qu'on aime mieux se voir, entre parenthèses, comme le plus créatif des bureaux d'avocats ou de comptables, presque. Puis je dis pas que on est zéro trop classique dans notre approche. Puis, c'est le fun de travailler chez nous. Notre monde a vraiment du fun. Notre monde, ils font des 5 à 7. Il y a vraiment des gangs qui se créent. À chaque année, on réunit tout le monde ensemble. On fait des grands événements avec tout le monde. Il y en a une culture qui est hyper forte et qui est hyper présente, mais je pense que notre vibe, c'est quand même de développer des professionnels. C'est là qu'on des professionnels passionnés, justement, un peu ce que j'en comprends. Là. Es-tu d'accord? Oui, c'était bien dit. Honnêtement, j'ai mis le parallèle avec
les cabinets d'avocats. Ouais. 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 Moi aussi, ça donne vraiment une bonne image, honnêtement. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, aussi, c'est que je pense que les gens, ils savent, mais tu sais, en agence, ça va vite aussi. Là. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de projets. Puis dans notre cas, où est-ce qu'on fait de la croissance, on s'en sauve pas. Là. Fait qu'il y a ce côté-là. Comme oui, tes collègues sont probablement des gens avec qui tu vas super bien t'entendre parce que vous avez la même âge, vous avez des intérêts qui sont similaires. Mais après ça, ça prend des gens qui sont travaillants, puis ça prend des gens qui sont capables de bien gérer leur stress aussi, parce que c'est souvent stressant, on va se le dire. Puis je pense que ça prend du monde qui veulent évoluer. Puis tu sais, je Ouais. dirais, mettons, je vais saluer Catherine Sénégal là-dessus aussi, mais Catherine, qui est notre directrice d'opération, quand elle est arrivée chez nous, ça a été aussi, je pense, un grand changement quand même, tu sais, sur... Tu sais, en fait, sur 2 personnes, il y a Zoé d'un côté qui est au RH, puis il y a Catherine qui est aux OP. Quand les filles sont rentrées, je pense que leur mandat était extrêmement clair, c'était de faire scaler l'équipe. Comment on est capable de mettre les structures en place pour que chaque personne puisse avoir sa place, avoir son plan de croissance, puisse se développer adéquatement. Puis ça, c'est compliqué à faire. Tu sais, quand tu as 60 personnes, il faut quand même que tu donnes de l'attention à 60 personnes, que tu t'assures que 60 personnes sont bien, se développent. C'est d'une complexité. Puis les filles, il faut se le dire, font vraiment un travail exceptionnel. Puis tous nos directeurs actuellement font vraiment un travail exceptionnel. Mais tu sais, je vous parlais de changement tantôt. Là. Pour tout le monde, tu sais, on n'est pas une équipe qui est super vieille. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans trentaine là-dedans, même dans fin vingtaine, que pour eux, c'est des postes de gestion importants, puis il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils veulent avancer. T'sais. Je pense que si demain matin, on avait à trouver c'est quel genre de personne qui ne fitterait pas chez nous, ben quelqu'un qui, en matière de carrière, veut avoir de quoi de relativement stable, qui ne vise pas plus haut. Clairement, chez nous, cette personne-là, elle va un peu se morfondre, parce que clairement, l'agence, elle évolue extrêmement vite, puis c'est pas une personne qui est capable d'être agile puis d'évoluer. Elle va peut-être trouver la ronde un peu plus tough. Mais ça reste... Tu sais, pour quelqu'un qui recherche justement un milieu qui évolue autant dans son entreprise que lui-même, ça reste un milieu, une entreprise qui a l'air vraiment saine et belle à le faire aussi à travers ça. Là. Je pense qu'on est en train d'écrire de quoi de bien. Ouais. Mais par contre, petit astérix, c'est les gens qui sont venus chez nous parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir jouer au baby-foot. C'est faux. Ça dure pas longtemps. Non, mais je pense que dans n'importe quelle agence, je pense qu'à un moment donné, c'était comme le contrebalancier, le faux contrebalancier qu'on disait, il y a des tables de baby-foot, nous, on chill vraiment. Mais au final... Je n'aimerais aucune agence, mais il t'arrive quand même à te taper 70 heures dans la semaine. Ouais. Fait qu'au final, c'est un peu la contre-vérité du « on a une table de baby-foot, mais probablement que tu n'auras pas le temps de jouer dessus. » Puis nous, une des affaires, le constat qu'on a fait, c'est que ça, on s'en sauve pas. La cadence est élevée. Puis on voulait pas rentrer comme dans la bullshit de comme « Ah, vous allez voir, c'est le fun, vous allez avoir du plaisir, baby-foot, on chill. » Puis c'est pour ça qu'on a aussi mis dans nos valeurs la croissance, parce que comme c'est ça qu'on fait en ce moment d'une certaine façon. Puis on s'attend à ça des profils qu'on va aller chercher. On veut trouver des gens qui veulent grandir dans l'entreprise puis évoluer. Fait que, on est plus en mode on s'assume, on sait qu'en ce moment que ça va vite, on sait qu'on fait de la croissance. Puis quand les gens viennent vers nous pour venir travailler avec nous, ben on est comme, voici ce qu'on fait, soyez-en comme conscients. Puis après ça nous permet de faire un filtre aussi. Là. C'est sûr. Puis au niveau de la relève en tant que tel, c'est un podcast en plus qui est étudiant. Je pense qu'on est à la meilleure place pour en parler. Mais ce serait quoi les conseils que vous donneriez à cette fameuse relève-là? Les personnes qui aspirent à rentrer dans une agence, on sait que des fois, les postes sont plus... Il y a moins d'opportunités des fois, surtout dans les dernières années. Souvent, vous recrutez plus des professionnels déjà qui ont un background. Des conseils pour la relève, en fait? C'est une bonne question. Moi, je dirais, vite comme ça, là, les choses que moi je trouve vraiment importantes dans les personnes qui commencent avec nous, je dirais le désir d'apprendre, fait que la curiosité qui est hyper importante. Là. Puis il faut pas rentrer dans le piège de penser que quand on sort de l'école, là, on a fait, je sais pas, 3 ans de bac, fait que là on connaît comme plein d'éléments. Non, là. ça. Sur le terrain, c'est complètement différent. Fait que tu sais, de vraiment comprendre ça, puis après ça, la débrouillardise. Je pense que c'est vraiment hyper important que les gens soient capables d'être autonome d'une certaine façon, là, sans dire qu'on veut que tu commences le lundi puis que tu sois capable d'exécuter toutes tes tâches, là, mais comme on veut que les gens ils soient débrouillards. Parce que chaque projet est différent en même temps. Fait que même ça fait 10 ans que tu es en agence, ça reste qu'il n'y a pas une structure de projet qui est exactement pareille. Fait que si à un moment donné, tu runs de manière trop méthodologique puis que tu n'es pas capable de trouver des solutions par toi-même puis faire du développement de solutions, ça peut pas. Là. Ouais, fait que... D'aller chercher une expertise dans du pratique un peu avant de rentrer en agence, ça se peut-tu? Tu sais, quand tu sors de l'université, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de background pratique. Je sais pas. Mettons, moi, pour être honnête, là, puis je pense que ça dépend de... c'est différent pour chaque personne, mais moi, personnellement, je préfère une personne
qui a envie d'apprendre, qui est prête à mettre des heures puis qui veut travailler parce qu'elle a un réel intérêt dans le marketing puis les coms, versus quelqu'un qui arrive avec un genre de 6 mois d'expérience dans tel truc puis qui pense qu'elle va être capable d'être up and running au début, tu sais. Ouais. Serge, veux-tu te On lancer? irait pour les questions en rafale présentées par Gourou. Fait que pour la première, veux-tu commencer? Vas-y. Ouais. Ok. Le moment le plus... Je vais commencer avec Charles. Le moment le plus marquant depuis la création de l'agence. Avec un moment, faut que tu le dises sans trop penser, le moment le plus marquant depuis la création de l'agence pour toi. Ça serait définitivement la rencontre avec Joe puis Agence CC. OK. Puis pour toi, Joe? Ça va. Je vais pas être redondant, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais je vais dire le moment. Moi, je vais toujours m'en rappeler, là, mais comme j'expliquais tantôt, on a passé un genre de 6 à 8 mois à comme tout structurer, à travailler, puis on avait tellement de fun. Puis là, je parle comme si on était juste les deux, mais il y avait quand même une équipe. Fran était là, puis Zoé était là aussi. Zoé était là aussi, d'ailleurs, hein, qui, je me rappelle, était souvent une des dernières à partir du bureau avec sa petite lampe de chevet. Ça m'a toujours marqué. Mais tout ça pour dire que moi, c'est un peu après ce moment-là, quand je suis retourné sur la Rive-Sud de Montréal, je vais toujours me rappeler dans l'auto, comme j'avais genre mes bagages en arrière, puis je retournais dans mon condo que j'avais loué, puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer là? Genre, je viens de vivre un genre de 8 mois de travail intense. On a tellement fait de trucs. Ouais. C'était comme un moment de réalisation pour moi, où est-ce que j'étais vraiment... C'est une grosse construction. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'après ça, il y a eu plein de belles choses qui sont arrivées, mais ce moment-là a été marquant pour moi. OK, maintenant, le projet ou la campagne qui vous a le plus challengé. Oh boy. Vas-y donc, Charles. Je te lance ça direct, mais si vous en avez un des deux qui est... C'est une solide question. Le projet ou la campagne qui nous a le plus challengé... toi, tu as le temps de penser, hein? C'est ça l'histoire. Je vais répondre de manière large, là, mais ce qui nous challenge le plus, c'est les clients qui, des fois, sont avec nous autres depuis longtemps, sur le pas tomber dans la redondance. Parce qu'à un moment donné, là, ça arrive que pour certains clients, là, je pense, exemple, Collège de Lévis, qu'on a depuis plusieurs années avec nous autres, je salue François et David, on a trouvé des bonnes pistes avec eux autres. Ça fonctionne bien. Les campagnes, les rendements sont vraiment incroyables, ça fonctionne bien, mais c'est de proposer toujours autre chose. Parce que, tu sais, on pourrait se dire, hey, la formule, là, on l'a trouvée. That's fine. Mais c'est toujours de retomber dans OK, on propose quoi, on refait quoi, on pousse quoi, on va où. Je dirais ça, c'est challengeant. Parce qu'au bout d'une couple d'années, à un moment donné, tu veux pas que le client vienne te voir en mode hey, pense qu'on a fait le tour ensemble. Hein? Fait que tu veux jamais tomber là. Fait que ça, je dirais que oui, c'est challengeant pour toute l'équipe. C'est un bon point, ça. Ouais. De constamment se renouveler, ça serait quand même facile de rentrer dans le piège. Vraiment. Ouais. En disant, tu sais, ça va être bien plus rentable, on n'a pas besoin de se renouveler. Pourquoi réinvestir autant? Non. On a déjà la formule. Rentre pas là. Sinon, rapidement, là, parce qu'on va embarquer dans la clôture assez vite, je sais que vous êtes des gars de développement personnel beaucoup. Fait que c'est quoi votre livre ou votre podcast qui vous a le plus marqué dans votre parcours entrepreneurial? Hey, ça, c'est drôle. Hey, ça, c'est bon, ça. Moi, je vais dire que j'ai tellement consommé de développement perso dans les dernières années que là, je suis comme overwhelmed, mettons, genre, je suis plus... Mais le livre que j'ai lu là, qui m'a vraiment aidé, moi, c'est le Slight Edge. Je sais pas si vous connaissez, là, mais c'est vraiment comme... Ça te fait réaliser comme des intérêts composés un peu, là, tous les petits détails que tu fais au quotidien, ce que ça peut t'amener au bout de la ligne. Là, mais c'est un livre de genre 300 pages qui t'explique vraiment comme en détail. Puis ça, il y a un bout, quand je consommais justement beaucoup de croissance perso, je le lisais à chaque année. Là. Mais là, je suis moins là. Ouais. Puis toi, Charles? Moi, je pense que j'en aurais deux vite de même. Le premier, ça serait Miracle Morning, que j'adore. Puis désolé aux gens à qui j'écris à 4 h du matin. Encore, il y a 2 jours, on s'écrivait à 4 h 07 du matin. Sur la valeur des matins. Puis surtout quand la business a grossi, à partir du moment où les gens rentrent à 8-9 heures, il y a comme... Le feu commence. Fait que moi, mettons, tout se passe, puis Seb le sait aussi, là, mais tout se passe dans cette période-là. Cette période-là extrêmement tôt où j'ai changé ma routine pour que ça puisse fonctionner. Puis l'autre élément, je dirais, pour n'importe qui fait de la croissance, il y a mille et une méthodes de croissance, là, mais moi, il y a beaucoup d'éléments dans Scaling Up quand même, qui est un livre de référence en matière de développement de business que j'ai puisé là-dedans et qui m'ont vraiment remis en question. C'est pas d'appliquer les formules qui sont là-dedans précis, mais beaucoup d'éléments de phrases font comme « Hey, t'en peu, là, j'avais pas pensé à ça de même. » Fait que ça, pour moi, ça a été un livre assez marquant quand même. D'ailleurs, toi, t'as suivi la formation? De Scaling Up? Oui. Avec Léo Maheu. Cléo, ouais. Ben, honnêtement, messieurs, je trouve ça super le fun l'épisode qu'on a eu parce qu'on a pu couvrir toutes sortes de sujets. Puis je pense qu'on a vraiment fait un bon
overview, le fameux mot que j'utilise souvent, là, mais vraiment de comprendre c'était quoi les prétentieux au sein de son industrie. Je vous remercie d'être venu sur le podcast Merci, les gars. aujourd'hui. Merci à vous autres, les boys. Puis, c'est où qu'on peut vous retrouver si jamais il y a quelqu'un qui voudrait vous écrire un petit message LinkedIn, j'imagine. LinkedIn, hein, je pense. Ouais, C'est LinkedIn, très absolument. Sinon, notre site web, si Ouais. vous voulez nous écrire. Ouais. Site web, oui. Puis Instagram, si vous voulez voir un petit peu plus au niveau de la culture chez Prétentieux, Instagram, LinkedIn. Lâchez-vous lousse. Fait que pour nous, ça va être un tout. Ça On fait est content de vous avoir ça. plaisir. Merci. Merci, les gars. Bye Merci, bye. gars.